Bienvenue sur AstroRoche, je suis Julien Sercourt, chargé de communication sur les astéroïdes. Ce podcast est effectué en compagnie du Dr Patrick Michel, directeur de recherche au CNRS, au laboratoire Lagrange de l'Observatoire de la Côte d'Azur, Université Côte d'Azur. Patrick est également l'auteur du livre À la rencontre des astéroïdes, chez Odile Jacob. Ce podcast est dédié aux astéroïdes, à leur importance scientifique et aux moyens de se protéger du risque d'impact, autrement appelé la défense planétaire. Bonjour Dr Patrick Michel, alors cette fois-ci je vous interviewe dans le cadre de votre rôle de responsable scientifique de la mission Hera, et cette fois-ci par contre nous n'allons pas parler de défense planétaire en parlant d'Hera, mais de ce que Hera a rencontré sur sa route vers l'astéroïde Didymos et Dimorphos. Alors expliquez-nous ce qui s'est passé avant-hier. Alors avant-hier nous y étions le 12 mars 2025 et la sonde Hera de l'Agence spatiale européenne a effectué un survol de la planète Mars pour pouvoir aller sur la bonne direction qui la conduira vers l'astéroïde Didymos à l'automne 2026. On a profité de l'attraction de Mars pour pouvoir gagner en énergie et pouvoir se mettre dans la bonne direction. Et ce faisant, nous étions arrangés avec l'équipe des opérations de l'Agence spatiale européenne, qui est une équipe extraordinaire et qui fait en sorte au maximum de répondre à nos attentes. On a fait en sorte d'aussi survoler la deuxième lune de Mars, Deimos, qui est la lune la plus distante. Mars a deux petites lunes, une qui s'appelle Phobos et une qui s'appelle Deimos. Et Phobos est en train de se rapprocher de Mars et Deimos, elle, est en train de s'éloigner de Mars. Exactement, et Phobos tombera sur Mars d'ailleurs dans quelques dizaines de millions d'années, et en fait la cible de la mission MMX de l'Agence spatiale japonaise. Dont vous êtes le responsable du rover de cette mission. Voilà, c'est un rover fait par le CNES et l'Agence spatiale allemande DLR, et j'en suis responsable français, le co-responsable allemand est Stéphane Oulamek, qui était d'ailleurs avec nous pour le survol de Mars de la sonde Hera. Et donc, en fait, ces deux lunes-là, on ne sait pas quelle est leur origine. Il y en a deux hypothèses. L'une, ça serait les débris d'un impact géant qui s'est produit sur Mars, un petit peu comme la Lune de notre Terre. Oui. Dans les phases précoces du système solaire, il y a eu beaucoup d'impacts géants, enfin, il y a quelques impacts géants. Et Mars aurait pu en subir un, et ce qui aurait généré un disque de débris qui serait mis autour de Mars et dont Deimos et Phobos seraient les restes. Donc un seul impact aurait généré deux lunes alors. Voilà, exactement. Et ça expliquerait en particulier le fait qu'elles sont sur des trajectoires circulaires autour de Mars et non inclinées. L'autre hypothèse, c'est que ce sont des astéroïdes capturés, parce que ce que l'on sait de ces lunes, puisque c'est pas la première fois qu'on les voit, des missions autour de Mars, Oui. en l'occasion d'en prendre des images, et surtout de Phobos, on y reviendra, c'est qu'elles ressemblent un peu à des astéroïdes carbonés. Sombres, comme les astéroïdes comme Bennu, Ryugu qu'on a visités. Donc on te dit que c'est peut-être aussi des astéroïdes capturés, mais on a du mal à capturer des objets sur les trajectoires de Deimos et Phobos. D'accord. Pour des raisons un peu compliquées, mais on a un petit peu de mal. Donc, mais en tout cas, c'est pas complètement impossible. Et pour répondre à ces questions, on essaie d'observer ces lunes et, dans le cas de la mission MMX, d'en ramener un échantillon sur Terre de Phobos. Parce qu'avec l'analyse d'échantillons, on l'a vu pour les Bennu et Ryugu, bien sûr, on a des connaissances qu'on ne peut pas avoir avec des instruments mis sur une sonde spatiale. Et grâce à Hera et ces trois instruments, on va bientôt en apprendre bien plus sur Deimos, du coup. Alors, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que grâce aux ingénieurs des opérations de l'ESA qui ont quand même corrigé un peu la trajectoire pour qu'on puisse, en fait, quand on survole Mars, avoir Deimos dans le champ de vision des trois instruments imageurs de la mission, qui observent dans des gammes de longueur d'onde différentes les uns des autres. Ça nous donne des informations différentes en fonction de la longueur d'onde qu'on exploite pour regarder. Nous regardons dans les longueurs d'onde du visuel. Différentes et complémentaires, du coup. Et complémentaires, absolument. Ce qui est génial, c'est que, alors que l'objectif principal d'Hera, c'est premier test de déviation d'astéroïdes avec la mission DART, on s'est dit, mais tant qu'à survoler Mars, si on pouvait faire de la science aussi, ça serait génial. Surtout que, pour l'instant, les missions qui ont regardé Deimos sont en général des missions qui sont à l'intérieur de l'orbite de Deimos vers Mars. Donc, elles ne voient que la face de Deimos qui regarde Mars. Ah oui. Et pas la face cachée, comme la face cachée de la Lune. À l'exception peut-être d'une mission des Émirats Arabes Unis, je crois. C'est ça, la mission HOPE qui a fourni des images de la face opposée, mais on savait que nous, on regarderait dans une direction un peu différente, avec une géométrie un peu différente, donc ça serait complémentaire à ce qu'a fait la mission HOPE. Et ça, c'était l'espoir. Oui. Et donc, le 12 mars,
l'approche la plus proche de Mars s'est produite à 13h51 heure européenne. Donc, j'avais l'honneur d'être au centre d'opération qu'on appelle l'ESOC. Et donc, à 13h51, à quelle distance se trouvait Hera de Deimos? Alors, Hera est passée à une distance de 300 km de Deimos, mais on a pris des images jusqu'à 1000 km. 300, c'est très très peu. Voilà, c'est très peu. Et puis ensuite, on a fait le survol de Mars. On a d'abord vu Deimos. Et donc, j'étais à l'ESOC, qui est le centre d'opération de l'ESA à Darmstadt, avec une partie de l'équipe, certains responsables des instruments qui allaient observer. Et puis, notre senior advisor de la mission, donc conseil senior de la mission, qui est Brian May, Dr. Sir Brian May, parce qu'il est Sir, qui est un astrophysicien et aussi guitariste du groupe Queen. Je dis aussi comme si c'était en annexe. Ça serait peut-être plutôt l'inverse, voilà, en fait. et surtout un être adorable et d'une générosité, d'une gentillesse incroyable. Et efficace également. Et très efficace. Et il est venu d'abord parce qu'il voulait participer à ce moment historique pour la mission, sachant qu'il l'a soutenu, il nous a fait les vidéos présentant la mission. Oui. Et surtout, c'est un énorme expert d'images stéréoscopiques, c'est-à-dire que grâce à lui, en lui fournissant des images prises à des angles différents, il les convertit en images à 3 dimensions, ce qui nous permet de voir des choses que l'on ne voit pas quand on regarde sur un écran. Oui. Et vous pouvez retrouver ces images dans des livres qu'il édite lui-même avec sa maison d'édition, la London Stereoscopic Company. Exactement. Et concernant les images que nous avons prises pendant les survols, comme on a la volonté de partager immédiatement avec le public, eh bien, Brian a mis sur son post Instagram, Brian May for Real, déjà des images stéréoscopiques de Deimos. Donc vous pouvez voir ces images gratuitement. Évidemment. Exactement. Alors, il faut des lunettes normalement pour pouvoir les regarder, mais il y en a qui y arrivent en regardant à l'infini. Tout ça doit être expliqué dans les posts qu'il met. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce survol a eu lieu en mi-journée, mais l'antenne n'était pas positionnée pour communiquer avec la Terre. Donc, nous, on était là, mais on savait que le survol se produisait, mais c'est tout. On ne savait pas s'il se produisait bien. C'est un peu stressant quand même. Et c'est vers 4h l'après-midi qu'on pouvait avoir un nouveau signal de la sonde. Et là, avec Brian et Yann Carnelli, le manager de la mission, un manager génial, eh bien, on s'est mis devant l'écran où on voit le signal de la sonde qui était plat, et boum, d'un coup, ça y est, là, c'est génial. On se dit, waouh. Mais bon, ok, la sonde nous transmet un signal, c'est très bien. Mais après, il nous fallait les images. Et là, les images, elles mettent du temps à se télécharger. Et donc, on attendait avec impatience, puis d'un coup, on en a eu une où on voit Deimos avec derrière Mars. Alors, si vous allez sur le site web de l'Agence spatiale européenne, il y a un communiqué de presse où on nous voit avec Brian et l'équipe derrière, en train de regarder sur l'écran la première image arriver, et on applaudit. C'est extraordinaire parce qu'elle est magnifique. C'est génial pour une mission qui n'est pas faite pour ça. Oui. C'est le bonus, le cherry on the cake, la cerise sur le gâteau. Oui. Eh bien, on a une image de Deimos qui est très sombre parce qu'il est très noir, il réfléchit très peu de lumière de sa surface, avec en arrière-plan Mars. C'est incroyable, c'est vraiment une émotion géniale. Et ça, c'était l'image dans le visuel, donc comme on la verrait, en noir et blanc, bien sûr. On en a publié une version colorée comme nos yeux le verraient, parce que les instruments, c'est pas des yeux humains, même dans le visuel. Et ensuite, on a eu des images dans l'infrarouge thermique. Alors, l'infrarouge thermique, ça veut dire qu'on mesure la température, en fait. Et si vous les regardez, ces images, Phobos apparaît très brillant parce qu'il est très chaud. Parce que comme il n'a pas d'atmosphère, la chaleur atteint sa surface directement du Soleil, et en plus, cette chaleur reste à la surface. Il est très chaud côté Soleil et plus froid côté Mars. Exactement. Une grande variation de température, mais on n'a pas vu le côté Mars, on a vu le côté... Et donc, c'est génial. Et on a eu aussi la caméra hyperspectrale qui, elle, regarde encore dans d'autres zones de longueur d'onde. Alors, comme elle a un temps d'acquisition de l'image qui est très lent, on n'a pu prendre qu'une image à haute résolution de Deimos. Alors là, on avait la trouille parce que c'est one shot. C'est soit ça marche, soit on l'a pas. Et là, je pense qu'on va pouvoir avoir des données de composition. Alors, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'en fait, elle regarde dans des longueurs d'onde où il doit y avoir la signature de quelques éléments chimiques. Voilà, minéralogiques, tels que le pyroxène, par exemple, qui serait indicateur de présence de basalte à la surface. Et dans ce cas, ça pourrait donner une indication sur... alors, je ne dirais pas répondre à la question sur l'origine, mais il nous donnerait des informations intéressantes. C'est trop tôt pour le dire. Le problème qu'on avait, c'est qu'on avait une conférence de presse à 9h le matin le lendemain, et il fallait qu'on puisse montrer quelque chose. Et quand on reçoit les données, c'est pas du tout traité. Il faut les calibrer, puis les rendre images. On reçoit des données binaires au départ. Donc, ça a été un énorme effort des équipes instrumentales. Peu de sommeil. Très peu de sommeil, je dirais peut-être 1 heure de sommeil. Et on a pu faire la conférence de presse en montrant y compris un film où on voit Deimos circuler autour de Mars.
Brian a même fait des images stéréoscopiques. Et puis, on a pu montrer des images de tous les instruments, y compris les images thermiques. Mais c'est les premières images. On a besoin encore de travailler un petit peu, de comprendre. Et puis, les données qui nous permettent d'avoir des indications sur la composition, c'est très compliqué. Et donc, on va y travailler dans les prochaines semaines. Oui, ça sera peut-être l'occasion de refaire un autre podcast. Absolument. Du coup. Mais je pense que le message important de ce podcast, c'est de se dire qu'une mission de défense planétaire, on a quand même réussi à profiter du survol de Mars, qui était une manœuvre purement opérationnelle. Oui, gagner de la vitesse. Voilà, pour, on l'espère, en tirer des informations scientifiques et au moins, en tout cas, avoir des images de cette Lune comme on l'a jamais vue. Oui. Et ça, c'est, je trouve, extraordinaire. Et ça explique la couverture médiatique incroyable qu'il y a eu, parce ça a été repris dans la presse partout, ça a été beaucoup visionné. Il y a une vraie excitation qu'on ne voit pas nécessairement pour les survols de planètes quand on fait ces manœuvres. Et ça s'explique justement parce que voilà, on a cette petite Lune par nos 3 instruments. C'est absolument génial. Et puis avec Brian qui nous a offert ce temps pour pouvoir, de façon passionnée vraiment, produire des images stéréoscopiques et nous apporter encore plus de science qu'avec les images à 2 dimensions. Donc, on reviendra vers vous pour vous dire si on a appris quelque chose. Faut pas rêver, on va pas répondre à l'origine de ces lunes. Oui. Sinon, on n'aurait pas besoin de ramener des échantillons avec une mission japonaise et ça se justifie pleinement. C'est pas avec un survol qu'on va répondre à tout. Oui. Mais si on peut ajouter des connaissances à celles des autres missions, la mission Hope des Émirats, la mission MMX, en mettant toutes ces connaissances ensemble. Les rovers martiens qui parfois lèvent les yeux au ciel. On va pouvoir enrichir, nourrir toutes ces données et maximiser ce que l'on peut en faire, en fait. C'est ça l'idée. Oui. Donc, c'est vraiment génial. Et une belle coopération de plusieurs missions au passage. Exactement. Et ça, moi, j'y tiens beaucoup parce qu'avec les tensions géopolitiques que l'on a, si nous, les scientifiques, on peut montrer que, on continue à travailler tous ensemble et à se partager les choses et pour en faire des connaissances qu'on peut après transmettre au public, c'est super. Très bien. Je vous remercie, Dr Patrick Michel. Et donc, on se redonne rendez-vous dans un prochain épisode d'Astro Roche.